Merci d'abord à toutes les intervenantes et intervenants. Je dirais comme ça, on aura dit qu'il y aura une parité, puisqu'on a une présentatrice qui le fait avec talent. Voilà, je voulais juste d'abord vous remercier, bien sûr, pour tout ce que vous nous apportez de précieux et vous poser deux questions. Est-ce que vous avez le sentiment que l'OMS n'a pas été, j'allais dire, très influente au tout début? Puisqu'on a vu que pour déterminer les phases, le gouvernement s'en est quand même remis, en tous les cas officiellement, aux décisions de l'OMS. Et donc, il y a eu le côté un peu incertain des premiers temps de l'OMS par rapport à des influences chinoises. Enfin, tous ces éléments, à mon avis, doivent être pris en compte. Donc, première question, est-ce que dans les premières semaines, dans les premiers mois, en tous les cas, lorsqu'il y a eu la détermination en quelque sorte d'une politique, est-ce que les relations avec l'OMS n'ont pas été importantes? Et on a une personne comme Didier Houssin, qui a été quand même une personne assez intermédiaire, de par ses fonctions à l'OMS, de par le fait qu'il avait été délégué interministériel du temps du H1N1 et qu'il a été quand même dans l'équipe de préparation du déconfinement. Donc voilà, première question, est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est un élément à prendre en compte? Et deuxième question qui me semble aussi importante que le constat que vous avez fait sur la non-prise en considération de tous les travaux préparatoires. Nous, à l'époque, l'espace éthique, on avait même participé à des travaux préparatoires en 2008 et en 2009, qui étaient organisés effectivement de manière plus préfectorale, c'est-à-dire c'était beaucoup plus le ministère de l'Intérieur à l'époque, voire le ministère des Armées, que le ministère, pour nous, de la Santé, qui était pilote, en tous les cas, quand il y a eu la première approche, mais je ne vais pas revenir sur la chaîne. Dans la deuxième question, c'est la question du modèle SIDA. En fin de compte, dans les années 80, on a eu quand même une pandémie, au sens propre du terme, et on n'avait pas ce dispositif, j'allais dire, notamment au début, dans les années 80, le gouvernement ne s'en est pas réellement occupé, c'est le milieu associatif, avec des liens très étroits avec la communauté médico-scientifique, qui était, pour des raisons historiques qu'on ne va pas détailler, aussi très, très partie prenante. Et il y a eu quand même deux nominations significatives, celle de Françoise Barré-Sinoussi, qui est quand même une personne non pas uniquement scientifique des années SIDA, mais qui est aussi très militante et engagée par rapport aux valeurs de la démocratie sanitaire et au plan international, et une personnalité comme Jean-François Delfraissy, certes, qui avait eu l'expérience d'Ebola, qui était effectivement déterminante, j'imagine, dans le choix, mais qui a été le directeur général et brillamment de l'Agence nationale de recherche sur le sida, très engagé dans ces domaines. Donc on peut dire que c'est des figures au sens propre politique. Il y avait un quant à soi, qui avait un passé et qui avait une capacité aussi de discuter avec le président de la République. Ça n'aurait pas été le cas pour certains jeunes chercheurs, même talentueux. Voilà. Donc est-ce que ces deux éléments, l'élément OMS sur le détaillé et avec le côté géopolitique et l'élément d'une certaine manière SIDA, c'est pas des éléments, j'allais dire, à approfondir. Je suis sur un point. Vous aviez, moi j'avais suggéré le Conseil national du SIDA, SIDA qui a une fonction, qui a une histoire, qui aurait pu être aussi sollicité sur des questions qu'il est lui-même, puisque c'est dans ses fonctions, amené à suivre. Le côté épidémie, pandémie, c'est dans son registre. Voilà les deux questions. Et puis vraiment un immense merci, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, pour votre ouvrage qui est une référence pour nous. Et comme je vous l'avais dit à un webinaire qui avait été organisé par Sciences Po et puis qui est aussi accessible, on pourra le voir parce qu'il y a des développements intéressants. On attend avec impatience, bien sûr, la suite de vos travaux. On espère vivement, et je pense que je m'exprime aussi au nom de Léo Coutelec, qui dirige notre équipe de recherche INSERM, on espère vraiment pouvoir développer une collaboration avec vous. Euh, Moi, je répondrai très très rapidement sur l'aspect OMS parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé spécifiquement et je suis pas sûr que j'ai des informations qui dépassent les informations qui traînent un peu partout, si ce n'est effectivement que la dimension financement de l'OMS par la Chine et les relations tumultueuses avec les États-Unis explique peut-être une partie du comportement prudent de l'OMS. Sur les aspects SIDA, je suis complètement d'accord avec vous. Pour la petite histoire, c'est mon première interview de mémoire de master, et quand vous me regardez, vous vous dites que c'était il y a un sacré bout de temps, c'était à l'hôpital Becler avec un certain Jean-François Delfraissy. Et j'ai toujours cet entretien, c'était il y a très très longtemps, et à cette époque-là, il se mobilisait pour l'introduction des produits de substitution afin d'enrayer l'épidémie de sida, et il était très proche d'associations d'usagers de drogue, parce qu'il pensait que le savoir des usagers de drogue pouvait contribuer à la formation des instruments de réduction des risques. Et il était très proche de cette philosophie de réduction des risques qui a partie liée avec les approches de santé publique. C'est
très étonnant de ce point de vue-là, effectivement, qu'une grande partie de tout ce qui a été acquis de, en matière d'association, des parties prenantes, du rôle des patients, des représentants de patients, n'est pas du tout trouvé comment dire, une façon de s'exprimer plus tôt. Bon, ils ont créé le conseil scientifique a effectivement commencé à faire des annonces. Moi, je sais que je l'avais dit à un des membres du conseil scientifique dès le début, quand j'avais vu la composition, en disant que c'est fou qu'il n'y ait pas de. Mais c'est vrai que c'est quand même une énigme que l'on doit creuser parce que c'est un point qui pèse certainement de manière très important dans un cadrage, dans le rôle du cadrage hospitalo-centré de la crise et dans la non prise en compte ou dans la prise en compte, j'ai envie de dire, peut-être avec une moindre attention des conséquences sociales, économiques, psychologiques, donc sur les états de santé qu'ont eu des mesures et que vont avoir des mesures comme le confinement. J'ajouterais juste un point que on a eu des contacts avec ces associations depuis, qui avaient notamment lu notre livre et qui l'avaient trouvé intéressant parce qu'elles avaient été un peu aussi ébranlées par la façon dont ça s'était passé et elles n'avaient pas compris finalement cette hyper-centralisation. Et on donne quelques hypothèses dans ce livre, encore une fois, ce sont que des hypothèses. Et ce qu'elles décrivent, c'est que autant au début, elles ont connu finalement la même sidération qu'une partie de la population, la peur pour leurs adhérents, qui certaines commencent à avoir un certain âge justement grâce au progrès, et donc avec les informations qui circulaient comme quoi c'était finalement des populations à risque. Donc dans un premier temps, elles se sont d'abord préoccupées de leurs adhérents, de regarder les choses, mais assez vite, elles ont tendu la main pour essayer justement de faire un relais, pour appuyer sur les acquis de la santé communautaire, et donc ça reste vraiment là une énigme. Pourquoi ça n'a pas été activé plus tôt, et encore plus, à la limite, pourquoi au moment du déconfinement, on ne s'est pas appuyé là-dessus pour une politique de prévention, de promotion de la santé, pour prévenir la seconde vague. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'on peut aussi se demander si le monde associatif qui était derrière France Asso Santé, une forme de structuration, est-ce que finalement cette structuration cache aussi des différences dans l'approche vis-à-vis de la gestion de la crise? Ça serait intéressant aussi à regarder finalement. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à une action collective et une même voix pour protester face à cette mise à l'écart? Pour le moment, on en reste aux hypothèses, mais on ne peut que vous suivre sur notre étonnement et pour avoir échangé avec du coup certaines associations de la lutte contre la toxicomanie ou de l'alcoolologie ou de l'alcool, ou partage cet étonnement. Je ne vais pas reprendre la parole juste, mais pour conclure par rapport, et ensuite je rentre sur la discrétion, mais je voulais juste prolonger d'un mot, juste deux choses. Il se fait que l'espace éthique a été très proche depuis toujours du milieu associatif, hein. Donc on a suivi ce que France Assos a voulu faire et on a vu à quelle résistance, aussi bien les CRSA, toute la démocratie en santé a été totalement exclue, ce qui a eu des effets totalement délétères pour ce qu'on appelle aujourd'hui les décrocheurs, c'est-à-dire les personnes atteintes de maladies chroniques. On ne va pas aborder la question, mais juste une anecdote quand même qui est assez intéressante. Pourquoi j'avais été particulièrement, j'allais dire, mobilisé au tout début de cette pandémie en termes de solutions avec la référence SIDA, c'est parce qu'en termes de prévention, notamment par rapport au public jeune, vous aviez le CRISP, donc vous avez le Centre régional d'information et de prévention SIDA, vous aviez les kiosques, donc il y avait déjà toute une palette d'expériences avec du recul sur comment aussi cibler les personnes les plus vulnérables. Moi, quand j'ai présidé Arcade SIDA, notre cible, c'était véritablement les gens dans la rue, les gens vulnérables. Et un deuxième point, sans vouloir raconter mon histoire, j'ai été rédacteur en chef pendant 3 ans à France 3 de Vivre avec le sida. Et il y avait un magazine, et c'est ce que j'avais aussi proposé, c'est-à-dire comment on accompagne au quotidien les réalités. Il y avait des reportages, ou comment on vit au quotidien, en quelque sorte, la réalité d'une pandémie.
on était face à quelque chose d'inattendu, c'était le confinement. Il y avait probablement un mode d'emploi qui a totalement manqué. Voilà. En tous les cas, je me tais là-dessus, mais je suis sûr qu'on aura d'autres discussions. Et nous, on va aussi approfondir les recherches. Je pense que ça sera intéressant que vous voyez aussi tous les travaux qui ont été faits par l'équipe de l'espace éthique et le travail que coordonne en ce moment Léo au niveau d'une recherche ANR importante, parce que je pense qu'il y a des synergies à développer dans les sciences humaines et sociales. Merci de votre attention. Je me tais maintenant avec beaucoup de révérence. Juste pour rebondir rapidement, c'est vrai que je pense qu'une partie de l'explication reste pour le moment aussi dans la difficulté à penser cette appelé par Patrick, cette pandémie autrement que comme un événement totalement singulier. Et donc, le conseil scientifique, dès le départ, effectivement, pense cette pandémie comme quelque chose de totalement inédit, totalement singulier. C'est pas la grippe, c'est pas ce qu'on est habitué. Donc, et donc, à partir de ce moment-là, il va ensuite très difficile de commencer à la raccrocher justement à des pandémies qu'on a pu connaître, à pouvoir faire des parallèles, à pouvoir s'appuyer sur des expériences. Et il me semble que c'est en ça qu'il y a une dimension cognitive qui est assez forte aussi, dans la manière qu'on a eu de penser cette pandémie comme étant quelque chose de totalement inédit à tout point de vue, et pour laquelle il fallait repenser tous nos cadres d'action, tous nos outils, tout voilà. Alors même que, bon, maintenant on se rend compte avec le recul, en fait, elle présente plein de similitudes avec d'autres pandémies ou d'autres crises même, sans forcément des pandémies. Mais pour ça, effectivement, il faut accepter de rentrer dans l'idée que voilà, c'est pas un événement, comme disent les historiens, c'est quelque chose qui se pense en soi et qui ne se rapproche et qui ne se compare à rien d'autre. J'aurais une question qui concerne une remarque que vous avez faite sur l'idée que le débat contradictoire n'avait pas été organisé. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, bon, on a vu des controverses publiques, hein, on a vu des scientifiques s'opposer, on a vu des désaccords s'exprimer, on a vu des positions s'opposer. Et vous dites pour autant que le débat contradictoire n'a pas été organisé. Et du coup, j'aimerais savoir un peu plus ce que vous entendez par débat contradictoire. Est-ce que vous pensez par exemple au peu d'accueil qu'il y a eu au sein du conseil scientifique d'une parole dissidente? Oui, il y a cet aspect-là, ouais. Et puis l'autre aspect, je ferai très vite et je te passe la parole. L'autre aspect, c'est qu'on a écrit une petite tribune dans un journal il y a quelques semaines. Il y a eu quand même manifestement un choix qui a été fait de préserver les vies d'aujourd'hui pour prendre le risque de sacrifier les vies de demain. Par la pauvreté, par tous les grands, en approfondissant et en augmentant les inégalités et donc en contribuant à créer des déterminants d'état de santé qui vont toucher de manière stratifiée une grande partie de la population. Autant ce débat-là n'était pas organisable en mars, autant à partir de mai-juin, c'est un choix de société éthique extrêmement compliqué. Il n'est pas du tout évident que le conseil scientifique ou même peut-être le gouvernement, même s'il est élu et qu'il est représenté, soit plus équipé que vous, que moi, que n'importe quel citoyen pour décider. Et rien n'a été organisé pour que ce débat contradictoire n'ait lieu. Je pense que c'est une décision. Je ne sais pas ce que je répondrais. Je ne sais pas. Voilà, entre c'est un choix tragique, mais ça méritait que ce soit discuté. Que la discussion soit organisée. Oui, c'est ça. À la fois, effectivement, dans la composition et le fonctionnement du conseil scientifique, on voit bien effectivement qu'il n'y a pas eu le souci d'organiser une controverse, d'avoir des points de vue divergents. Et justement, dans l'ouvrage, on se réfère à l'ExCom donc, que crée Kennedy à l'époque pour gérer la crise des missiles, dans laquelle justement il va mettre dans la salle des personnes dont il sait qu'elles ne sont pas d'accord entre elles. Parce que, et il va leur demander effectivement d'argumenter, donc il va effectivement organiser le débat, il va organiser la pluralité des points de vue et des positions pour pouvoir ensuite se faire sa propre opinion. Donc là, effectivement, au contraire, dans le conseil scientifique, dans le fonctionnement de la composition, on voit qu'il y a un souci plutôt de réunir des gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, ce qui est important aussi, je pense que cette dimension de confiance, d'interconnaissance, elle est importante.
mais il n'y a pas ce souci d'essayer d'organiser la mise à l'épreuve un peu des thèses, d'avoir quelqu'un qui systématiquement va venir tester, va venir un peu, pour parler en mauvais français, challenger les avis. Voilà, au contraire, et la preuve en est que la seule personne un petit peu, enfin, même très dissidente, qui fait partie du conseil scientifique au départ, c'est Didier Raoult, qui va partir très très vite, parce qu'il va bien sentir effectivement qu'il n'a pas sa place dans son fonctionnement. Alors bon, après, je ne me prononce pas sur Didier Raoult, hein, mais voilà, mais on voit bien. Et ensuite, et c'est ce que dit Henri, est très important, c'est que par la suite, on n'a pas non plus, et depuis cet été, et ça c'est ça qui est fascinant, qui est même, au-delà d'être fascinant, qui est inquiétant, c'est qu'avec la perspective quand même d'une deuxième vague qui se dessinait, le gouvernement n'a pas pris la peine d'organiser un débat contradictoire, là aussi, sur, comme le dit Henri, sur voilà, les vies d'aujourd'hui versus les vies de demain, les conséquences effectivement de l'accent mis sur Covid et la protection des personnes les plus à risque de Covid par rapport à d'autres populations exposées à d'autres pathologies, à d'autres risques. Ce débat-là est un débat éthique, est un débat moral, un débat politique qui aurait dû avoir lieu, qui aurait dû être organisé. On avait le temps de l'organiser. Et il ne l'a pas été. Et c'est ça Et donc aujourd'hui, on se retrouve à nouveau cette situation où toute attention est centrée sur l'hôpital, sur la protection des services de réanimation dans les hôpitaux, et tout, voilà, tous les autres enjeux de santé publique sont écartés, sont invisibilisés. Alors bon, des associations, des professionnels essaient de les faire apparaître. On sort des chiffres, on commence à prendre des tribunes, il y a des prises de parole, mais tout cela devrait être organisé en un débat national, ou des débats, enfin on peut en avoir plusieurs, peu importe, hein, et dans laquelle effectivement on se demande jusqu'où la protection des vies d'aujourd'hui, notamment des personnes âgées, justifie effectivement des mesures qui vont avoir des conséquences potentiellement très graves sur un ensemble d'autres populations. Et ce débat-là, effectivement, il n'est pas organisé. Et c'est vraiment lié, merci beaucoup, c'est vraiment lié à ce que vous disiez, c'est-à-dire cette position naïve sur la séparation entre science et politique. C'est vraiment lié parce que finalement, si l'on croit que la science parle d'une seule et même voix et que finalement, il suffit de mettre dans une salle les meilleurs spécialistes qui sont autonomes, neutres et impartials pour nous dire ce qu'est la dernière connaissance, le dernier savoir le plus abouti, si l'on croit ça, alors effectivement, on peut faire un conseil scientifique assez homogène. Absolument. Je crois que c'est très lié à... C'est ça, absolument. Alors, le conseil scientifique, je pense qu'il a été quand même très largement constitué par Jean-François Delfrécy lui-même. Je pense que c'est lui qui a choisi beaucoup des membres du conseil. Alors, on n'a pas les détails là-dessus, mais je pense que c'est quand même... Mais après, effectivement, de la part du pouvoir politique, il y a une vision très naïve de la science. Je pense que ça... Et ça dans le livre, on le dit bien, ça renvoie à l'absence de formation scientifique, à l'absence de confrontation à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui les amène à avoir une vision de la science comme étant quelque chose un espace dans lequel, effectivement, une parole neutre, unique, qui dit la vérité, speaking truth to power, pour prendre un titre d'un ouvrage américain célèbre, effectivement, va venir dire la vérité, voilà ce qui est. Bon. Cette vision naïve, effectivement, elle est très dangereuse, d'autant plus que finalement, les bases scientifiques sur lesquelles s'appuie quand même le conseil scientifique au départ étaient relativement faibles. Il y avait les modèles de Pasteur et d'Imperial College, mais qui sont que des modèles. Enfin, voilà. Il y avait des remontées de terrain, mais par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, ce confinement, il n'y avait aucune connaissance. Donc on ne pouvait pas, au moment où on décide du confinement, on ne pouvait pas dire la science nous dit que le confinement est la meilleure solution. Ce n'était pas possible. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a vraiment une vision extrêmement naïve de la science qui a été promue, et cette séparation science-politique, effectivement, a été maintenue tout au long, alors qu'elle est très largement discutable. Il y a d'ailleurs, et après je passe la parole à Amélie, hein, mais il y a d'ailleurs des controverses sur l'effet du confinement, hein, d'un point de vue scientifique, puisqu'il y a des études qui sont sorties pour essayer de mesurer l'effet sur l'évolution de la pandémie du confinement, et effectivement, il n'y a aucun consensus qui émerge. Hein. Absolument, oui, absolument. Savoir si effectivement les mesures prises par le gouvernement ont eu, et si oui, quel effet sur la diffusion du virus, effectivement, c'est un sujet qui est ouvert à discussion. Tout à fait. On voit bien, par exemple, que la baisse du nombre de cas et des hospitalisations en France, la deuxième vague, elle vient très rapidement après le deuxième confinement. Donc, alors, on peut éventuellement peut-être l'imputer au couvre-feu,
Mais on voit bien en tout cas que c'est difficile. Enfin, en tout cas, le deuxième confinement ne semble pas avoir un effet direct sur la dynamique de la pandémie. Et juste, je voudrais dire, Léo, ça vaudrait le coup effectivement qu'on organise un séminaire où vous nous présentiez un peu vos travaux, parce que nous, ça nous intéresserait de voir effectivement comment on peut coopérer. C'est juste parce que j'y pense, je le dis comme ça. Non, mais sur la question de Sophia, effectivement, il y a eu dans le passé, il y a eu des quarantaines, hein, il y a eu des quarantaines, il y a eu des confinements, mais un confinement généralisé de tout un pays d'un seul coup, aussi restrictif, ça c'est totalement inédit. Ça, on trouve alors voilà. Alors après, on peut dire oui, mais il y a eu la Chine, mais bon, c'était une région, mais en France, et le fait que ce soit inédit. Pour nous, non seulement c'est parce qu'on n'a trouvé aucune expérience passée, alors, et puis deuxièmement, le fait que ça ne figure pas dans les plans. Donc, dans d'autres pays, je pense que l'Angleterre, dans les plans, il était prévu effectivement des mesures de confinement. Alors, il faudrait voir ce qu'on entend par confinement, parce que quarantaine, confinement, c'est pas exactement la même chose. Mais en France, le plan pandémie grippale ne prévoyait pas le confinement. Et même le plan variole, qui est secret, mais qui est sorti l'an dernier, le plan variole ne prévoit pas de confinement. Donc, c'est en ça quand même que c'est inédit. C'est-à-dire que si c'était une pratique qu'on avait déjà, sur laquelle on pouvait se prononcer, expérimenter, elle aurait pu figurer dans les plans. Et là, typiquement, quand on prend la décision, on ne sait pas quel effet elle va produire. On ne sait pas si elle va être efficace. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Et puis, on ne sait pas quel effet elle va avoir sur le plan économique, social et sanitaire. C'est en ça quand même que c'est inédit. Donc, on peut effectivement faire quelques parallèles avec des expériences passées de quarantaine, mais une telle mesure de cette ampleur, elle est inédite. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été présenté finalement comme finalement la solution rationnelle. Or, finalement, même s'il a été critiqué par ailleurs, mais Ioannidis, c'est un chercheur qui est vraiment respecté dans le domaine de l'evidence-based medicine, et c'était l'un des premiers qui dit mais comment on peut dire que c'est quelque chose de rationnel dans la mesure où finalement on n'a aucun élément sur les coûts. On n'a aucun, c'est quelque chose, donc normalement une démarche rationnelle c'est quand même un mélange entre coût et bénéfice et une comparaison synoptique des différentes solutions. Là en fait on a un double détour par rapport à la solution rationnelle qui est finalement, de ce qu'on comprend, il n'y a pas eu vraiment d'options qui ont été discutées. À des moments, effectivement, le Royaume-Uni ou la Suède ont essayé de faire des stratégies différentes, mais après, sont tout de suite rabattus sur une solution. Et on adopte une solution dont finalement, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas dire que c'est rationnel. Après, ça peut se justifier selon d'autres considérations, mais se prévaloir de la rationalité pour adopter cette solution, c'est là où c'est comment dire, c'est usurpé. En fait. Voilà. Et c'est rationnel eu égard à l'évitement de l'engorgement des hôpitaux et de choix tragiques dont on sait que ça a un coût politique considérable. Alors, c'est vraiment une question d'immédiateté, alors qu'effectivement, on a fait un autre choix tragique qui est celui de sacrifier la santé. Voilà. Donc, par rapport à cet autre objectif, c'est parfaitement irrationnel. La question de la rationalité se mesure toujours par rapport à un objectif. Juste un petit détail, j'ai vu qu'il y avait un Olivier V qui était parti. C'est Olivier Véran ou pas? Parce que... Ce serait quand même peu probable hein, au regard de son agenda, mais on peut imaginer qu'il y ait des pseudos qui prennent cette identité-là. Nous avons eu dans un séminaire que nous avons organisé récemment au sein de l'équipe de recherche, nous avions un Didier Raoult aussi. Est-ce que vous pourriez revenir sur les limites des dispositifs de préparation à la crise? Qu'est-ce que concrètement, en fait, comment on pourrait y remédier et à quel niveau ça peut être décidé? Est-ce qu'il faut une concertation internationale? Comment décider en fait de comment on peut gérer une crise? Alors, je peux commencer. Il y a deux éléments de réponse. D'abord,
sur la préparation, parce que ce qu'on dit dans le livre, et c'est les choses sur lesquelles je travaille actuellement, c'est qu'effectivement, la manière dont on se prépare à gérer des crises, que ce soit les plans de gestion de crise, que ce soit les exercices, tendent souvent à proposer une vision quand même très ordonnée de la crise. Une vision quelque chose qui respecte des cadres, qui respecte une chronologie, qui respecte des formes. Et pour avoir travaillé sur un certain nombre d'exercices, à chaque fois, on voit bien qu'on est quand même dans la représentation d'une crise qui respecte les cadres établis, qui respecte les hiérarchies. Et donc, l'exercice va servir finalement à renforcer le sentiment que les lignes hiérarchiques existantes, les lignes de communication, les dispositifs existants seront à même de faire face à une situation inattendue. Donc, les plans et exercices ne projettent pas les administrations, les acteurs, les organisations dans des situations justement comme celle-ci qui sortent des cadres d'entendement. Et c'est en ça qu'il y a un vrai travail à faire. Alors, et ce travail à faire, c'est un deuxième élément de ma réponse, il doit s'appuyer sur une véritable capacité à tirer des leçons des crises que nous avons connues et justement, donc, comme le disait un peu Patrick en conclusion, et comme je le disais aussi à propos de la crise actuelle, à sortir de leur singularité et donc à penser ces crises comme des phénomènes récurrents qui partagent des traits à la fois quant à leur origine mais aussi quant à leur dynamique. Que ce soit, quelle que soit leur nature. J'ai travaillé récemment sur les rapports de retour d'expérience, les rapports sur l'action de Lubrizol, donc qui n'a absolument rien à voir avec la pandémie actuelle. On est frappé quand même par les ressemblances de la manière dont la crise a été gérée dans les deux cas. Et on pourrait dire la même chose de l'accident de la tempête Irma en 2017 qu'a évoqué Patrick. Donc il y a comme ça or ces éléments-là ne sont jamais, ne se traduisent jamais par des réformes, et surtout ne se traduisent jamais par des formes de connaissances cumulatives sur la manière de penser, de gérer les crises. Donc on va donc là le rapport aujourd'hui qui est sorti de l'Assemblée nationale va pointer des défaillances, pointer des responsabilités, mais il maintient la pandémie actuelle dans sa singularité et il ne la pense pas comme un phénomène qui partage quand même des traits avec beaucoup d'autres crises et dont on pourrait apprendre, tirer des leçons pour pouvoir se préparer aux prochaines crises. Et c'est ça, effectivement, c'est là-dessus. Et l'élément clé, un des éléments clés, justement, plutôt que de chercher ce qui n'a pas marché, plutôt que de chercher à pointer les responsabilités, les défaillances, c'est d'arriver à faire émerger ce qui a marché. Pourquoi ça a marché? Justement, ce que disait Henri dans la présentation sur les hôpitaux, c'est fondamental. Comprendre les conditions de la coopération dans les hôpitaux, c'est fondamental. Or, ça n'apparaîtra jamais dans les rapports, ni les rapports d'enquête, ni les rapports de parlementaires, ni dans les rapports de retour d'expérience, parce que ça sera considéré comme étant insignifiant ou trop difficile à intégrer dans un futur dispositif. Or, il y a beaucoup de leçons à tirer de la manière dont ces organisations se sont adaptées, ont improvisé, ont trouvé des solutions, ont réussi effectivement à trouver des formes de coopération inédites. Et systématiquement, ces situations sont perdues de vue dans les rapports, donc on les oublie, on n'en tire pas des leçons, on ne les intègre pas. Et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir travailler. Et l'autre jour, j'étendrai même le scope, l'autre jour, effectivement, dans le débat qu'on avait organisé avec Emmanuel Hirsch, il pointait très justement sur le fait que si la France a tenu face à cette pandémie, c'est pas uniquement, ni même peut-être exclusivement grâce à l'État, c'est aussi très largement grâce à des nombreuses mobilisations de collectivités locales, d'associations, de secteurs professionnels. Bref, il y a eu énormément d'initiatives qui ont été prises, énormément d'actions prises par d'autres acteurs qui ont contribué effectivement à trouver des solutions, à régler un certain nombre de problèmes. Et tous ces éléments-là sont absents. Enfin, quand on aura le rapport parlementaire, quand il sera accessible, il se centrera, à mon avis, quasi exclusivement sur l'État, les hôpitaux et les EHPAD, point. Et le rapport sénatorial, il est vraisemblable qu'il en fasse autant. Donc, autrement dit, si la France a réussi à, une fois de plus, pas trop mal gérer cette crise, et là, je mets beaucoup de guillemets en tout ce que je dis, là. Mais si en tout cas, effectivement, on n'a pas connu un effondrement du fait de cette pandémie, ça tient à de très nombreux comportements, situations, décisions qui ont été prises par toutes sortes d'acteurs au sein et en dehors de l'État. Et ces éléments-là, finalement, ils risquent d'être perdus de vue. Et donc, du coup, on ne peut pas s'appuyer dessus pour préparer les prochaines crises. Et alors, on peut éventuellement compter dessus, se dire, bon, la prochaine fois, ça sera peut-être la même chose, mais c'est quand même un peu dommage, effectivement, de ne pas les reconnaître et de ne pas repenser
et ce sera mon dernier point, de ne pas repenser justement une gestion de crise qui n'est pas centrée exclusivement sur l'État, mais qui pense la gestion des crises à l'échelle d'un pays et d'une société. Et ça, c'est le drame français en matière de gestion de crise, c'est effectivement de penser la crise uniquement à travers le prisme de l'État, parce que c'est le rôle de protéger. Donc c'est à lui effectivement qu'il revient de nous protéger, et il dispose des capacités, des moyens de le faire. Ce n'est pas vrai, il n'a pas les moyens et les capacités de le faire, en tout cas pas seul. Et donc les leçons effectivement à tirer, elles se situent dans ce changement de paradigme qui consisterait voilà, à basculer dans une autre manière de penser tout ce qui s'est passé et de comprendre tout ce qui s'est passé depuis 10 mois en France autour de cette pandémie. D'accord, merci pour votre réponse. Et juste, je voulais juste rajouter, justement, puisque le risque c'est de s'en remettre à l'État, est-ce que le risque dans la gestion là, c'est de pas tenir que ce qui a marché, enfin que finalement le confinement a marché, et plutôt que de chercher à l'éviter, est-ce qu'on va pas stabiliser le confinement comme solution? Est-ce que c'est pas un risque de le retenir? Je crois pas, parce que, enfin, en tout cas pas dans la manière dont il a été appliqué au mois de mars, parce que quand au mois de mars, on a quand même vu les conséquences. Donc là, le deuxième confinement, s'il a été décidé aussi tard et surtout de façon aussi beaucoup plus légère que le premier, c'est bien parce qu'on avait vu à quel point le premier confinement avait quand même été d'une violence inouïe sur le plan économique, social et sanitaire, et qu'on ne pouvait pas se permettre de recommencer la même chose. Donc voilà. Donc là, moi, je pense pas. Je pense pas que ce risque existe. En revanche, ce qu'on dit un petit peu dans le livre, et ce qu'on pense, c'est que les mêmes choses produisant les mêmes effets, entre guillemets, toute la séquence effectivement de janvier jusqu'à mars, qui conduit à une décision quand même inédite et brutale, pourrait très bien se reproduire à l'avenir sur d'autres types de crises, notamment liées au changement climatique. Et si vous voulez, dans notre démarche, il y a aussi le souci de dire, voilà, on ne peut pas se permettre la prochaine fois de se retrouver en ce moment de sidération, comme disent les élites, ou comme nous on parle d'élite, de panique, pardon, dans lequel on est conduit à prendre une mesure ultime, radicale, brutale, parce qu'il n'y a plus d'autres options. Et ça, on ne peut pas se le permettre une deuxième fois. Voilà. Donc c'est ça un peu le sens aussi de notre ouvrage, c'est d'alerter sur les erreurs qui ont été commises et qui ont conduit effectivement à ce moment de panique qui conduit à prendre une mesure radicale. Et on ne peut pas refaire la même chose la prochaine fois. Oui. Merci beaucoup. Je crois aussi que par rapport à ce que vous dites, c'est que s'opposent deux paradigmes de l'anticipation aussi. Hein. Il me semble que ce qu'a montré la crise, c'est l'échec du paradigme de la prédiction. En fait, on a gardé les structures et les modes de pensée de la prédiction dans un contexte où celle-ci, en fait, était quasiment impossible. Et ce qu'on a vu et ce que vous dites sur la valorisation de l'expérience, la valorisation des acteurs dans la gestion de cette crise, c'est finalement un autre paradigme de l'anticipation qui est une anticipation adaptative. Et finalement, entre une visée adaptative et une visée prédictive, hein, on voit que il y a un conflit de paradigme hein, ici. Hein. On a d'un côté le command and control, hein, on a des données et on applique hein, des schémas. Et puis d'un autre côté, on a des situations qui sont certes pas complètement inédites, mais dont les coordonnées quand même sont inédites. Hein. Faut quand même considérer que les coordonnées de cette crise sont inédites, même si certaines caractéristiques ne le sont pas, nécessite plutôt un autre paradigme de l'anticipation qui est celui de l'anticipation adaptative. Donc je pense que aussi il y a des schémas d'organisation, il y a des schémas de gestion de crise, il y a des visées politiques, mais derrière, il y a une philosophie de l'anticipation qui me semble être importante à discuter. Et le schéma adaptatif que vous défendez, effectivement, il repose quand même sur l'idée de faire confiance et de responsabiliser les individus. Et là, on est au nœud du problème. On est au cœur du problème, pardon. Voilà, tout à fait. Mais ça, c'est effectivement un point, je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'on échange là-dessus. Cette question des philosophies qui certainement appartiennent à un autre monde. Comment dire, notamment les crises écologiques qui se profilent avec des causes multiples, difficiles, dont il est difficile de saisir l'enchaînement, l'imbrication, la façon dont ça va se faire, etc., risque de rendre encore plus obsolète ce paradigme de on peut parfaitement anticiper de manière assez traditionnelle. Voilà. Donc, moi, ça m'intéresserait beaucoup on sent que vous avez travaillé là-dessus, que de discuter avec vous sur ces aspects, quoi.
Alors, avec plaisir. Et on a sorti un petit livre l'année dernière qui s'appelle Le futur de la santé pour une éthique de l'anticipation, hein, aux éditions Maison des sciences de l'homme, où on essaye précisément de travailler la tension entre différents paradigmes de l'anticipation. Voilà, donc ça peut être peut-être une référence, hein, pour commencer une discussion entre nous. Avec plaisir. Tout à fait. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si Patrick Castel et Olivier Boras, vous voulez répondre à la dernière question d'Élise. C'est vrai on peut avoir, je ne sais pas si c'est à ça que Élise vous faites allusion, mais on peut avoir le sentiment un peu parfois d'une forme de pensée magique. Alors, au printemps, en tout cas, au mois de février, au début du mois de mars, et puis à nouveau cet automne, dans l'idée que finalement, cette pandémie ne sera pas aussi grave que possible, qu'elle va à l'automne, c'est quand même frappant de voir à quel point, malgré les signaux d'alerte, le gouvernement va réagir très tard. Emmanuel Macron va nous expliquer qu'il était surpris même par l'ampleur de la vague, alors que beaucoup d'indicateurs semblaient suggérer qu'elle allait être forte. Et donc il y a une forme effectivement je ne sais pas si de la pensée magique, du déni, de se dire qu'on a un peu le temps, d'espérer que finalement la courbe va atteindre un plateau et que donc finalement on n'aura pas besoin de sortir la grosse artillerie. Je pense qu'il y a effectivement cette dimension-là qui a probablement joué et qui a pu contribuer à retarder un petit peu les décisions. Oui. Juste peut-être un complément, c'est que dans notre idée, nous on défend une approche de sociologie des organisations, mais dans la dernière partie du livre, on dit bien qu'effectivement, cette crise montre bien la nécessité de multiplier les angles et les expertises. Donc, ce que vient de dire Léo, ce que vous venez de soulever avec les approches plus psychologiques, il y a une dimension évidente qui est de la géographie de la santé aussi dans cette crise, qui a priori assez peu été aussi mobilisée, même si en fait les géographes très vite ont vu qu'il y avait des considérations, enfin même sans être géographe, on voyait tout de suite qu'il y avait comme des dimensions assez évidentes à analyser. Et l'autre discipline, outre le droit, la science politique, c'est aussi l'anthropologie, parce que là, effectivement, la question de l'anthropologie, le rapport à la mort, c'est une discipline qui est nécessaire. Bon, c'est vrai que dans l'anthropologie des catastrophes, il y a beaucoup de compétences aussi dans ce domaine-là. Donc, c'est clairement tirer des expériences, tirer des leçons est un regard qui est nécessairement pluridisciplinaire. Je vous remercie très chaleureusement à tous les trois pour vos interventions. C'était un webinaire extrêmement captivant. On vous souhaite tous de belles choses dans la poursuite de vos recherches et puis on attend vraiment avec impatience la sortie du tome 2. On espère qu'il n'y aura pas de tome 3, cela dit. Mais voilà, on vous souhaite plein de belles choses dans la recherche pour la suite. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et à bientôt alors.